Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral. À ce titre, nous avons invité le docteur Jean-François Poma, qui est chef de service du service de neurologie de la clinique Saint-Jean. Et donc, je vous remercie d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Nous avons également invité le docteur Gazanès. Je ne sais pas si j'écorche votre nom, mais vous pouvez le dire. Marie-Dominique. Gazagne, effectivement. Gazagne. Ouais. Ok, docteur Gazagne, qui est chef de clinique en neurovasculaire. Donc, ça s'appelle la Stroke Unit, donc qui est spécialisée aussi en neuroréadaptation. Et alors, le docteur Wourtani Anissa, qui est résidente neurovasculaire à l'hôpital Brugman, toutes les deux. Donc, je vous remercie d'être avec nous. Bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, nous avons aussi Sarah Kalouki, qui est psychologue clinicienne à l'Espace Santé Famille, qui a aussi fait une spécialisation en neuropsychologie qu'elle termine à l'ULB. Et donc, merci d'être avec nous et bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, l'émission est réalisée en collaboration avec l'Espace Santé Famille, situé chaussée de Louvain 51 à Saint-Josse-ten-Noode. Vous êtes en direct sur Arabelle FM au 106.8 et nous répondons également à toutes vos questions par téléphone ou par SMS au 0488 106 800. Les accidents vasculaires cérébraux ont un impact important sur la santé dans le monde entier. Les patients qui survivent à un AVC sont souvent confrontés à une période de revalidation longue et difficile. Le pourcentage de personnes ayant eu un AVC varie fortement en fonction de l'âge. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, 12,22 millions de personnes ont eu un AVC. 6,55 millions de personnes en sont décédées. L'AVC est la deuxième cause de décès dans le monde, mais aussi la deuxième cause de démence après l'Alzheimer et la première raison du développement de handicap moteur acquis chez l'adulte. Pour vous donner une idée, toutes les 6 secondes, une personne dans le monde est victime d'un AVC. Le CHU Brugman relève en moyenne, en Belgique, près de 52 AVC par jour, soit 19 000 par an. C'est la première cause de handicap non traumatique avec un taux de mortalité de 50%. Et on sait que les hommes en sont le plus souvent victimes que les femmes. Alors, après toute cette introduction, on vous fait un petit peu peur, mais on a pris quand même des spécialistes justement pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux et puis peut-être prévenir aussi. Prévenir, c'est un peu l'objet de cette émission, c'est d'essayer de prévenir, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, je vais commencer avec le docteur Poma. D'abord, pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un AVC. On a toujours entendu « un tel a eu un AVC, un tel a eu un AVC », mais qu'est-ce que c'est qu'un AVC ? Mais donc, l'AVC, comme vous l'avez dit, c'est l'acronyme d'accident vasculaire cérébral. Donc, dans la toute grande majorité des cas, un accident vasculaire cérébral, ça se traduit par une artère du cerveau qui se bouche. Et donc, il y a une zone du cerveau qui n'est plus alimentée en sang et principalement donc en oxygène et en glucose. Et si cela dure trop longtemps, cette zone de cerveau finit par ne plus fonctionner. Alors, il y a aussi des accidents vasculaires cérébraux qui sont des hémorragies. Donc là, c'est lorsqu'un vaisseau éclate. Et donc là, c'est le saignement au niveau cérébral. C'est plus rare. C'est plus grave souvent, mais encore une fois, c'est beaucoup plus grave. Donc, la plupart du temps, c'est des artères qui se bouchent, c'est ça. Exactement. D'accord. Par différents mécanismes. Et donc, ça se traduit, selon la zone du cerveau qui est touchée, par la perte d'une fonction cérébrale. Donc, si c'est la zone du langage qui est touchée, on va perdre le langage de différentes façons possibles. On peut perdre la mobilité d'un membre, de toute la moitié du corps. On peut perdre une partie de la vision. Donc, il faut savoir que le cerveau, c'est vraiment, moi je dis toujours, c'est la gare centrale. C'est-à-dire que c'est lui qui gère tout dans notre corps. Et donc ça veut Exactement. dire qu'en fonction de l'endroit où le cerveau va être touché, eh bien forcément, ça va impacter là où on est utilisé, où le cerveau irrigue ou utilise le corps. Ce que cette partie du cerveau gère au niveau du corps. C'est ça. C'est bien que parfois même ça peut passer inaperçu, hélas d'ailleurs, parce qu'il y a certaines zones du cerveau qui sont dites silencieuses et donc... Qui sont cachées. Voilà. Ok. Merci. Alors, c'est déjà un tout petit peu plus clair. Je vais aller vers... vous voulez encore rajouter quelque chose ? Oui ?
A priori, non. Non, ça va. Alors on continue. Madame Kalouki, je vais venir vers vous. Du coup, quelle va être la fonction d'un neuropsychologue dans l'accompagnement d'une personne victime d'un AVC? Ok. Alors, déjà d'abord, je voudrais bien dire que le neuropsychologue ne travaille presque jamais seul, travaille toujours dans une équipe pluridisciplinaire, dans un milieu hospitalier, et il intervient le plus vite possible, le plus tôt possible. Concrètement, ce qu'il va faire un neuropsychologue, c'est dans un premier temps récolter toutes les informations autour du patient, et pour créer l'anamnèse, pour pouvoir vraiment comprendre le contexte, et ensuite faire un bilan neuropsychologique. Ça sert à quoi le bilan neuropsychologique? Ça sert justement pour comprendre le profil du patient. Parce que un AVC, ça ne se traduit pas toujours de la même façon. Le même AVC n'engendre pas toujours les mêmes conséquences. S'il y a quand même des médecins qui peuvent me corriger si je me trompe. Et donc, ce qu'il va faire un neuropsychologue, c'est vraiment prendre en charge, vu qu'il y a beaucoup de séquelles, donc au niveau moteur, au niveau psychologique, au niveau cognitif. Ce qu'il va faire le neuropsychologue, c'est prendre en charge la partie, les difficultés cognitives, si on peut dire ça comme ça. Et le but du bilan, c'est pour faire une rééducation, donc pour finalement faire une réinsertion aussi. Et au cours aussi de l'éducation, le neuropsychologue va aussi évaluer, en fait, va proposer des évaluations pour voir si ce qui a mis en place, c'est correct et c'est juste. Donc c'est un petit peu ça le rôle de neuropsychologue autour d'un patient qui a fait un AVC. Il va évaluer, mais il va aussi rééduquer, je suppose, après. Voilà, effectivement. Il peut faire de la rééducation et accompagner le patient s'il y a des séquelles, entre guillemets, dans la revalidation. Effectivement. En plus du bilan. En plus du bilan, et parce que le bilan, justement, ça sert vraiment à déterminer un profil pour une rééducation. D'accord, ok. Voilà. Oui. Merci. Donc, docteur Gazagne, et du coup, quelle va être la fonction du neurologue? Quelle est votre fonction par rapport à cette maladie? Alors, le neurologue, on travaille tout à fait en équipe. Je pense qu'il faut vraiment le souligner, comme vous venez de le dire. C'est un peu un chef d'orchestre, déjà, de l'équipe. On travaille tous ensemble. Le neurologue, déjà, il va confirmer le diagnostic d'AVC, parce que c'est pas parce qu'on est hémiplégique que c'est un AVC. Il faut savoir faire la différence, ça c'est vraiment important. On peut suspecter un AVC parce qu'on a paralysé d'un côté. Alors le généraliste, les urgences vont faire ça, c'est souvent ça, mais de temps en temps ça peut être autre chose. Il faut bien savoir différencier effectivement un AVC que d'une autre cause. Donc on commence par confirmer. Une fois qu'on a confirmé, on peut faire un traitement en urgence quand le patient arrive assez tôt et dans certaines conditions, on peut, et ça je pense qu'il faut tout de suite le dire, dans certains cas guérir d'un AVC. On est maintenant avec des techniques qui, pris très tôt, on peut injecter un produit qui dissout le caillot, qui dissout le thrombus qui est dans l'artère. Donc ça, vraiment, mais il faut arriver très très tôt et dans les bonnes conditions, où on peut aller retirer le caillot ou le dissoudre avec un produit qu'on injecte en intraveineux. Donc ça, et ça, c'est le neurologue spécialisé, c'est le neurologue vasculaire qui va valider cette technique, parce que c'est comme une technique qui peut être potentiellement dangereuse. Donc ça, c'est la première chose, guérir. Ensuite, quand on n'est pas dans cette technique, le neurologue prend en charge dans une unité spécialisée qui s'appelle Stroke Unit, où là, on va faire en sorte que le patient ne fasse pas des complications de son AVC. En aiguille, on va essayer de limiter les dégâts. Chaque fois que le patient va faire des complications, que je ne détaillerai pas là, il peut aggraver l'AVC en cours. Donc ça, on doit bien connaître ces complications. C'est vraiment un moment important, ce moment aigu. On va faire en sorte de faire des examens pour comprendre d'où vient l'AVC, parce que malheureusement, l'AVC est une pathologie tout à fait récidivante. C'est pas parce qu'on en a fait un qu'on n'en fera pas un deuxième. Et ça, c'est une catastrophe. C'est pas de joker. Et plus on va refaire d'AVC, plus malheureusement on aura des séquelles, plus ça va être grave. Donc il faut rapidement faire des examens pour voir d'où vient cet AVC. Et pourquoi on fait régulièrement des AVC. Et mettre en route un traitement pour prévenir la récidive. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, bien sûr, une fois qu'on met en route ce traitement, voir les facteurs de risque, on reviendra après sur cette partie qui est vraiment fondamentale, et apprendre aux patients et à son entourage à gérer ces facteurs de risque, qui comprennent quel traitement on a mis, pourquoi on l'a mis, comment gérer ces facteurs de risque. Et ça, pour nous, c'est vraiment un challenge, parce que c'est bien de faire des beaux diagnostics, de mettre des beaux traitements, mais si le patient ne comprend pas, au bout de 6 mois, il va tout arrêter, il va revenir pour une récidive d'AVC en disant j'ai pas compris, enfin voilà, j'avais fini mon traitement. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'important de pouvoir
expliquer aux patients, expliquer à la famille, montrer l'imagerie, montrer c'est là que vous avez fait votre AVC et vous l'avez fait pour telle raison, expliquer le plus clairement possible, le plus facilement possible, avec les termes les plus clairs possibles, avec des interprètes s'il faut, et nous on a la chance d'avoir par exemple un médecin qui parle arabe, bah oui, on a des infirmières qui parlent roumain, on a un médecin qui parle roumain, on a un médecin qui parle russe, les Ukrainiens arrivent et bon, on en a bien besoin, donc c'est vraiment important de s'adresser dans la langue du patient. Qu'ils comprennent, parce que c'est important pour sa santé. Ah, parce que s'ils comprennent pas, bah, malheureusement ça marche pas, donc on peut être des très bons médecins et rater notre objectif qui est que le patient ne récidive pas. Ouais. Ça, c'est vraiment important. Donc, je dirais prévenir, guérir, traiter, éviter la récidive. C'est vraiment une prise en charge globale. Et là, on a besoin des neuropsychologues, on a besoin de la logopède, on a besoin du kiné, on a besoin effectivement de toute une équipe. C'est pas le neurologue, c'est comme ça. C'est bien d'avoir un bon neurologue, mais c'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus. C'est vraiment une équipe qui est structurée. D'accord. Ok, alors on doit déjà partir à la pause, on me fait signe. Donc ça fait une belle petite introduction pour nos auditeurs. Donc si vous êtes intéressés, restez avec nous. On revient dans quelques instants dans Santé pour tous. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour pour cette émission sur les AVC. En off, on rigolait un petit peu avec les collègues. C'est très très chouette, très intéressant. Et donc, on vous a introduit tout simplement ce qu'était l'AVC et quelle était la fonction d'un neurologue. Et donc, maintenant, je vais me retourner vers le docteur Ourtani. Est-ce qu'il est possible de reconnaître soi-même un AVC? Et du coup, quels sont les premiers symptômes? Donc, c'est tout à fait possible de reconnaître soi-même un AVC. D'abord, déjà, la plupart des AVC se présentent de manière subite, soudaine. Et en plus, les symptômes, ça dépend un peu des régions affectées au niveau du cerveau. Le plus fréquent, et le docteur Poma a déjà un peu abordé le sujet, mais donc le plus fréquent, on voit quand même une perte de force, par exemple, au niveau d'un des membres du corps. Ça peut être la jambe, ça peut être le bras, ça peut être un hémicorps entier. Ça peut aussi être des engourdissements, des troubles de la sensibilité dans un des membres. Après, il y a aussi fréquemment des troubles de la parole. On peut avoir, par exemple, des difficultés à s'exprimer, à trouver les mots ou à répéter des mots. Des difficultés à comprendre quelqu'un, aussi des difficultés à articulation peuvent être une alerte AVC. Après, très important et très fréquent, c'est aussi une déviation, une déformation du visage où on a en fait la bouche qui peut être de travers. Et moins fréquent, mais aussi des possibles signes d'AVC, c'est des troubles de l'équilibre, le vertige, un trouble de la vision. Donc tout ça doit en fait faire alerter ou penser à un possible AVC. Et donc de nouveau, comme Dr Gazagne a dit, c'est une urgence. Donc il faut vite se dépêcher pour aller à l'hôpital pour justement se faire traiter. Chaque minute compte. Chaque minute compte. Donc il faut aller très très vite dès qu'on remarque un signe comme celui-là. Il ne faut pas se dire oh, c'est pas grave, je suis peut-être un peu fatiguée. On dit que chaque minute on perd 2 millions de neurones. Ouf. Oui. Ce nécrose part. Alors on a des milliards de neurones, mais quand même chaque minute, ça, ce que chacun retienne de ça et dire je vais aller me reposer et je verrai dans 1 heure, 2 heures où j'appellerai mon médecin traitant ce soir, demain. Ça, c'est une catastrophe. C'est fréquent. C'est souvent, je dis ça parce que c'est ce que me dit le patient qui arrive le lendemain en disant je pensais que ça allait passer et puis ça passe pas, voire ça s'aggrave. Ouais. Et là, c'est une catastrophe. On peut plus mettre en route nos traitements où on peut sauver du cerveau. Parce que là, le cerveau, c'est mort. Ouais. Ça, pour nous, c'est vraiment dommage. Donc, si on doit vraiment faire passer un message, c'est quand ça arrive, vaut mieux venir aux urgences, je dis, pour rien, que l'inverse. Parce que quand on a raté le coche, on l'a raté. Hein. Oui, c'est clair. Et donc, tous les symptômes, enfin les signes que le Dr Ourtani nous a décrits, c'est important de se dire, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Je perds de la force, ou j'ai un membre que je sens plus, ou il y a mon visage qui fait des choses bizarres. Enfin, j'ai la bouche de travers. J'ai la bouche de travers, c'est un truc qu'on entend souvent. Donc, voilà. Et donc, il faut aller consulter assez rapidement. Il faut aller aux urgences. Voilà, c'est aux urgences parce que de toute façon, on doit faire un scanner. Donc, normalement, les médecins traitants, ils savent que si un patient appelle pour ça, il leur dit, je vous envoie une ambulance. Ils ne vont pas les voir parce que malheureusement, le médecin traitant ne peut rien faire si ce n'est perdre du temps. Donc moi, j'ai tout un réseau de généralistes qui connaissent bien, enfin que j'ai formés. Et ce qu'ils font, ils m'appellent en disant, je t'envoie un patient par l'ambulance et nous, on les attend aux urgences pour pas perdre de temps. Donc il y a une alerte
AVC, aux urgences, on est prévenu, le patient arrive en ambulance. Et comme ça, on gagne du temps. Ah, on gagne, chaque minute gagnée, c'est des neurones sauvés. C'est une alerte rouge, on appelle ça. C'est vraiment un code rouge. Hein. C'est quelque chose de très, très, très important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est important aussi de faire ce genre d'émission, pour que les personnes comprennent ce que c'est aussi l'AVC. Quand même, je voudrais juste encore rajouter, donc, pour le public global, en fait, il existe un acronyme en anglais qui est FAST, qui est assez connu. Et donc, en fait, ça aide, en fait, c'est une sorte d'outil pour identifier un AVC. FAST, c'est F pour face. Donc, est-ce qu'il y a le visage, une déviation de la bouche. La A pour arm, s'il y a une perte de force au niveau du bras, une trouble sensitive au niveau du bras, ça peut bien sûr aussi être au niveau de la jambe. Le S pour speech, est-ce qu'il y a des troubles de la parole? Et puis le T pour time, hein, qu'on a déjà bien souligné, qu'on ne doit pas perdre du temps. Et donc voilà, ça peut vraiment aider à identifier un AVC, soit chez une personne qu'on voit à côté de nous, mais aussi chez nous-mêmes, on peut faire ces tests. Et donc en français, cet acronyme se fait par VIT. Donc, le V de visage, l'I d'incapacité de bouger le bras ou la jambe, T de trouble de la parole et E de éviter le pire. Ouais. Et donc, ça me semble quand même important de mentionner ça, vu que ça peut aider à retenir, en fait, les symptômes d'un AVC. Ça devrait être même enseigné à l'école, à mon avis. Ouais. Je suis désolée. Hein, mais tout ce qui est lié au secourisme, ça doit être enseigné à l'école, je trouve. On ne le fait pas assez, ça. Le fait de pouvoir détecter quand il y a quelque chose qui ne va pas et quels sont les premiers soins à avoir. Maintenant, c'est des formations qu'on peut faire en plus en tant qu'adulte si on a envie, alors que ce serait intéressant d'apprendre déjà aux enfants ce genre de choses. Voilà. Alors je vais me retourner à nouveau vers Madame Kalouki. Comment l'AVC, parce qu'on parle beaucoup là du physique, de comment il peut affecter le corps et comment le repérer, mais comment est-ce que l'AVC peut affecter le moral du patient? Un AVC affecte toujours le moral du patient parce que ça reste quand même un vécu assez traumatique, et pour le patient et pour la famille du patient. Donc il faut ici mentionner que le patient, souvent après un AVC, reste aussi à l'hôpital très longtemps et parfois il n'aime pas ça. Et donc il y a aussi des sentiments de solitude, des sentiments d'isolement, car le patient de 1 ne se reconnaît plus parfois. Et l'entourage aussi, c'est un effet important parce que l'entourage aussi, il est doublement choqué de ce qui s'est passé. Donc il y a un sentiment aussi de désespoir, découragement, et parfois ça arrive jusqu'à des idées suicidaires, à des idées noires. Je trouve que c'est important aussi de rappeler juste une petite notion, c'est la notion de la fatigue. Après un AVC, le patient il est fort fatigué, et parce que c'est quand même une expérience violente pour le cerveau. Donc d'où l'importance aussi de rappeler aussi aux patients que c'est normal d'être fatigué. Et donc, il faut aussi s'autoriser parfois des petites siestes, parce que le moment de l'AVC, directement après un AVC, c'est le moment où il faut travailler. Donc, le patient, souvent, il se retrouve qu'il a beaucoup de consultations, il enchaîne beaucoup de consultations, parce que c'est le moment de la neuroplasticité cérébrale. Donc, c'est le moment où, en fait, si on intervient, on va vraiment bien récupérer, dans la limite du possible, bien évidemment. Et donc, et aussi la notion de la fatigue. Donc, c'est un peu, il faut gérer aussi ça. Et mais c'est normal, effectivement, d'être fatigué et de s'autoriser aussi à des repos, à des petites siestes quand il faut. Et le souci aussi, moi, je dirais, c'est que quand vous êtes victime d'un trauma ou quand vous avez eu ce type de choses qui est totalement imprévu, incontrôlable, qui vous tombe dessus, parfois vous avez juste la quarantaine ou vous êtes encore jeune ou que vous n'avez pas spécialement de problème de santé et que vous vous retrouvez à avoir un AVC, il y a un choc par rapport à l'idée de vie et de mort et de se dire il aurait pu m'arriver quelque chose. Et donc il y a peut-être parfois une envie de se mettre au travail et de se dire il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose pour survivre. Et en même temps il y a le corps qui est plus lent et qui est plus fatigué. Alors il y a toutes les angoisses de mort qui peuvent arriver, les angoisses de qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais survivre, est-ce que je vais avoir des séquelles, est-ce que ma famille va me reconnaître. Donc il y a aussi, c'est vrai, il y a tout ça. Hein. C'est moral, mais la fatigue pose... Pardon, je ne peux pas vous couper. C'est vraiment quelque chose, effectivement, qui est vraiment importante et dont on ne parle pas assez, je trouve. Parce que tous les patients qui ont eu un AVC pendant au moins 12 mois, nous en réadaptation on connaît bien ça, cette fatigue post-AVC, et souvent ils disent « Oh, je crois que je deviens fainéant ». Et ça, c'est terrible quand ils me disent ça. C'est faux. C'est le temps de la plasticité. Ça consomme de l'énergie. En fait, je leur dis « Mais non, c'est votre cerveau est en train de travailler, de se réorganiser, et ça demande de l'énergie.
Et c'est normal que vous soyez fatigués. Et je leur dis à tous, entre midi et 2, nous, dans le centre de réadaptation, entre midi et 2, après manger, tous, on les recouche parce que c'est pas possible de faire l'après-midi la séance, les nouvelles séances, s'il n'y a pas au moins une demi-heure de repos, de recharger les batteries. Donc ça, c'est vraiment... On prévient pas assez les patients. Enfin, nous, dans notre centre, on les prévient. Et c'est vrai que, par exemple, les visites de famille, il faut savoir, nous, c'est à partir de 16h. Alors, des fois, les familles disent pourquoi je vais être là midi? Mais tout simplement, c'est quand les familles sont là, ils ne se reposent pas. Et donc, on dit, en premier, l'objectif, c'est le patient, c'est qu'il fasse sa réadaptation, c'est qu'il se récupère, c'est qu'il se repose. Et après 16h, il a tout fini, c'est bon. Mais donc voilà, ça je suis contente qu'on puisse en parler parce que vraiment pour nous c'est un challenge, c'est de respecter cette fatigue, c'est de dire aux patients non, vous n'êtes pas fainéants, oui c'est normal. Et même certains qui veulent, quand ils ont pas mal récupéré, veulent retourner au travail, je leur dis toujours, ouh là là, c'est pas comme ça, c'est pas aussi vite. C'est des mi-temps thérapeutiques, c'est des fois des quarts-temps, on y va doucement. Parce que oui, l'AVC, c'est aussi des jeunes patients. Hein. Oui, il y a aussi plein de jeunes patients. Hein. On pense souvent que c'est des gens âgés. Oui, bien sûr. C'est la maladie des cadres. Voilà. Mais on a tout un tas de jeunes patients. Il faut aussi gérer le retour au travail avec la fatigue post-AVC. Donc, je suis vraiment contente que vous en parliez parce que nous, c'est un gros problème pour nos patients. Et effectivement, je sais qu'en fait, la plupart des gens, ils ne se rendent pas compte que la fatigue, c'est assez importante. Donc, et que la famille la comprenne. Parce que des fois, le patient n'ose pas le dire et puis la famille ne comprend pas que le patient est fatigué. Donc, nous, on doit informer les familles en disant c'est normal. Et puis il faut se connecter à qui on est aussi, à ce qu'on ressent, parce que là finalement, ils vont se mettre des contraintes, il faut s'activer, il faut bouger, il faut retourner travailler, il faut montrer devant la famille que je vais bien et que tout va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que sinon les enfants ou mon épouse va s'inquiéter. Et au final, on ne s'écoute pas. Et c'est encore pire, je pense, quand on n'écoute pas son retarde, corps. C'est négatif pour le corps. Bien ça retarde d'autant la récupération, c'est ce que je leur dis, n'allez pas trop vite. Oui. Tiens, docteur Poma, comment on pose le diagnostic d'AVC? On a entendu les petits symptômes, mais comment le neurologue va-t-il poser le diagnostic définitif que c'est un AVC? Alors, c'est un ensemble de facteurs. Il y a l'histoire qui est très très importante, comment les choses se sont présentées, si c'est survenu brutalement, très progressivement. Donc interroger soit le patient, soit l'entourage, c'est extrêmement important. Examiner le patient. Et puis on a toute une batterie de tests paracliniques qui permettent d'éliminer d'autres causes qui peuvent donner des symptômes semblables à un AVC. Ça commence par des simples prises de sang, mais évidemment le principal c'est l'imagerie cérébrale. De nos jours, je pense que pour aller vite, on utilise essentiellement le scanner. La résonance magnétique a sa place, mais peut-être moins dans le contexte d'urgence pour faire le diagnostic. Donc c'est principalement le scanner cérébral, qui est une imagerie très rapide, qui permet de poser le diagnostic. Bon, en tout cas, il va exclure l'AVC hémorragique parce que dans les premières heures d'un AVC, on ne voit pas toujours l'AVC sur le scanner, mais si on recoupe avec le reste, on arrive au diagnostic. On a aussi des nouvelles techniques assez récentes en tout cas, qui permettent sur base de simples scanners avec quelques processus spéciaux de perfusion et d'analyse par des softwares assez complexes qui nous permettent de dire vraiment quelle zone du cerveau manque d'oxygène, de sang, et donc quelle zone du cerveau peut être éventuellement sauvée. Ça, ce sont des techniques récentes qui ont grandement augmenter à la fois les possibilités de diagnostic et la fenêtre thérapeutique, comme on dit, donc la durée de temps durant lequel on peut encore intervenir en phase aiguë. On peut intervenir plus rapidement et de manière plus locale, enfin plus précise, c'est ça? D'accord, ok. Tout à fait. Super. Alors, docteur Gazen, est-ce que seul un neurologue est apte à poser ce genre de diagnostic et à organiser le suivi?
Non. Je pense que le premier qui va faire le diagnostic déjà au téléphone, ça va être un généraliste qui va déjà donner l'alerte. Après, quand on arrive aux urgences, l'urgentiste qui reçoit le patient va encore affiner les choses, va nous appeler, nous, si on n'a pas été prévenu avant. Je veux dire, c'est pas qu'un médecin, c'est une cascade qui fait que le maximum de personnes doivent être informées. Et après, nous, effectivement, faire le diagnostic, alors on est formés pour ça, les neurovasculaires, effectivement, voir un scan de perfusion, c'est quand même nous, on est formés pour ça. Lire une IRM pour voir un AVC sur certaines séquences, c'est quand même effectivement plutôt notre formation. Savoir qu'il faut agir vite, c'est plutôt... Donc, est-ce que c'est qu'un neurologue qui peut voir un AVC ? Oui et non. On a une formation spécifique pour, quand même. Le diagnostic final, c'est vous, mais disons que les médecins peuvent détecter avec les petites techniques en disant attends, là ça fait penser à un AVC, je suis pas sûre, le neurologue va confirmer, mais voilà, on est sur la voie que sur ce soit probablement mais c'est vrai qu'in fine, au bout du compte, c'est nous qui confirmons le diagnostic avec les techniques qu'on a, c'est nous qui confirmons. D'accord. Ça c'est clair. C'est vous qui confirmez. Je connais pas, c'est pas les cardiologues ou les pneumologues ou même. Forcément. Non, enfin je veux dire même des fois des neurologues un peu généralistes, un peu loin de l'AVC. En plus, c'est quand même une discipline, notre discipline neurovasculaire, les vaisseaux, le cerveau, les vaisseaux, c'est quand même une discipline qui est en cours d'évolution permanente. Ça, voilà, le docteur Pommal confirme. Permanente. On va à des congrès et tous les 6 mois, on gagne du temps, on a plus de temps pour agir, on a des nouvelles techniques. Donc nous, on est constamment, et c'est gai, c'est d'ailleurs ce qui est vraiment gai, parce qu'avant, l'AVC, c'était une fatalité, c'était la thrombose, puis au revoir, il a fait une thrombose, et puis voilà, point. Ouais. Maintenant, c'est pas du tout ça, c'est très gai. Tous les 6 mois, on a des nouvelles choses, mais il faut être là-dedans. Nous, il faut continuer à se former, en fait. Il faut continuer à aller chercher. Nous, on fait que ça. Moi, si un patient vient me voir pour un Parkinson, sclérose en plaques, je vois pas. Moi, en réalité, ça fait 25 ans que je ne vois et je ne suis formée que dans l'AVC, que dans le neurovasculaire. C'est vraiment votre spécialité. Ah oui, non, je ne fais que ça. Et la réadaptation. Et la réadaptation de l'AVC. D'ailleurs, je voulais demander au docteur Ouartani, une fois qu'on a posé le diagnostic, alors, quelles sont les démarches à suivre? Qu'est-ce qui va être fait? Donc, en pratique, voilà, une fois que le diagnostic est posé, souvent aux urgences, le patient il va être transféré dans une unité neurovasculaire. C'est une unité spécialisée dans les AVC, aussi dans d'autres maladies neurovasculaires, mais le plus fréquent, c'est alors les AVC. Et donc, on appelle ça aussi la stroke unit. Et une fois que le patient il est dans le service, on va en fait faire un bilan. On doit savoir pourquoi le patient a fait l'AVC. Et dans ce cadre-là, le bilan consiste de plusieurs choses, mais les choses les plus fréquentes qu'on vérifie, c'est entre autres le cœur. Donc, on va voir s'il y a des troubles du rythme qui peuvent mener à un AVC. Et ça, c'est une des raisons pourquoi, en fait, quand le patient il est hospitalisé dans notre service, on le met direct à un monitoring cardiaque pour minimum 48 heures. Et comme ça, entre-temps, on peut voir s'il y a éventuellement un trouble du rythme qui se présente. On va aussi visualiser le cœur avec une échographie, dans la plupart des cas. Chaque patient, on va le voir individuellement, ses nécessités, mais en général, c'est ça. On va voir les vaisseaux du cerveau par l'IRM, par un scanner, les vaisseaux du cou, par une échographie éventuellement en plus. Donc voilà, il y a tout un bilan élaboré. Et très important, pendant leur hospitalisation, on va aussi rechercher et traiter des facteurs de risque de l'AVC, comme l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol trop élevé, le tabac. Et donc, voilà, tout ça se fait. Il y a des facteurs de risque, ça on en parlera après. Mais du coup, dans la mise en place du suivi, vous essayez d'analyser ces facteurs de risque et de voir un peu avec le patient qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour ne plus que ça arrive. Ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est ça? Voilà, donc en fait, on commence ça dès le premier jour. Dès le début. Dès le début, on vérifie et on traite les facteurs de risque. Et donc, d'abord, bien sûr, il y a le médecin qui explique tout aux patients, mais comme au CHU Brugman, on a la chance d'avoir une infirmière qui s'est formée dans l'éducation thérapeutique, et donc elle peut aller encore plus en détail avec le patient en ce qui concerne le traitement, ces facteurs de risque. Et donc, ça commence déjà à l'hospitalisation. Comme ça, le patient il a une meilleure connaissance sur sa maladie. Et après, ça se poursuit même à la consultation où donc l'infirmière va revoir le patient, revoir si
il ou elle a retenu tout ce qu'on a expliqué. Et à cette consultation, il y a toujours un médecin présent, soit Dr Gazagne, soit moi. Donc tout à fait. Ok. Le suivi est quand fait. même multidisciplinaire et assez rapide. Oui, absolument. Alors, on va parler des facteurs de risque après la pause. Mais donc, chers auditeurs, restez avec nous. Dans Santé pour tous, on parle des AVC. Et nous revoilà dans Santé pour tous. Donc, on parle des AVC aujourd'hui avec nos spécialistes. Je suis extrêmement bien entourée aujourd'hui puisque j'ai Sarah Kalouki qui est psychologue clinicienne et aussi en formation neuropsychologue. J'ai Dr Gazanès qui est aussi chef de service neurologue à Bruckmann. On a aussi le Dr Poma qui va d'ailleurs nous parler des facteurs de risque dans quelques instants, qui est aussi chef de service à l'hôpital Saint-Jean, et Dr Ortani qui est aussi résidente à Bruckmann en neurologie vasculaire. Donc je vous remercie encore une fois d'être avec nous dans cette émission qui est très vite passée. Dr Poma, est-ce que vous pourriez un peu nous parler des facteurs de risque et comment on peut prévenir l'AVC? Alors, donc tout d'abord, ces facteurs de risque sont dits facteurs de risque vasculaires. Donc c'est important parce que si on joue dessus, on protège le cœur, on protège les artères des jambes et a fortiori donc les artères du cerveau. Donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas que le cerveau qu'on doit protéger, c'est ça que vous voulez dire. C'est un tout. Alors, il y a certains facteurs de risque sur lesquels on ne sait naturellement pas jouer. Il y a le sexe, donc le fait d'être un homme est un facteur de risque. L'âge, plus l'âge avance, plus le risque augmente. Alors il y a toute une série de facteurs de risque sur lesquels on peut jouer. Le cholestérol. Et donc ça, évidemment, ça passera par un contrôle de l'alimentation. Le diabète, très fréquent, est un gros facteur de risque. Pareil. La cigarette. La cigarette. On ne dira pas assez à nos auditeurs, arrêtez de fumer, s'il vous plaît. Exactement. Ça bouche les artères. Ça bouche les artères et pas que. Et il y a des équipes pour aider à arrêter de fumer. Ah, c'est vrai. Absolument. On le rappelle, on avait déjà fait appel à des tabacologues dans l'émission. On avait fait une émission sur ça et justement, ils avaient expliqué que... Et même pour la rééducation, après, pour la rémission... en fait, si on continue à fumer, c'est pas bon, quoi. Je veux dire, même pour la guérison, c'est mauvais, en fait, de fumer. Ouais. L'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle chronique use les artères. L'alimentation, je suppose. Donc, à travers le cholestérol, à travers le diabète, l'alimentation joue évidemment un énorme rôle. On connaît plus ou moins tous les aliments plus riches en graisses saturées et en cholestérol, donc tout ce qui est viande plus ou moins grasse, tout ce qui est sucre rapide, donc tout ça sont des aliments en effet à limiter. Je rigolais en off tout à l'heure parce qu'il y a un neurologue, mais pas ici, en Wallonie, qui avait dit à mon papa qu'il ne pouvait plus manger de cochon et mon papa n'était pas content. Donc je taquinais un peu parce qu'apparemment le porc est une viande qui est très riche. C'est une viande très grasse. Et que donc, maintenant c'est vrai que le pauvre il mange que du poulet. Oui, il faut privilégier les viandes blanches. Les viandes blanches, tout à fait. sont moins grasses. Et le poisson, ça c'est bon pour le cerveau, les poissons. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Vous travaillez avec des diététiciens? Oui, bien sûr. Voilà. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que les diététiciens travaillent aussi avec les neurologues. Non, nous, ils passent dans le service, bien sûr. Le logopède aussi. Logopède aussi. Ouais. Et donc la prévention des risques. La prévention, ça va passer par le traitement de tous ces facteurs de risque, la surveillance. Et donc c'est pas juste en effet après l'AVC dire vous avez ça. Après il y a tout un suivi qui doit se faire essentiellement en partenariat avec le médecin traitant pour qu'il y ait des contrôles réguliers de la tension, du cholestérol, du diabète, pour s'assurer une bonne compliance au traitement, pour qu'en effet, après 6 mois, les patients disent « c'est bon, je suis guéri, j'arrête mes médicaments ». Non, c'est vraiment un travail après à vie pour que cette prévention et donc minimiser un maximum le risque
Et ça, beaucoup de perdure. patients, je suppose, n'acceptent pas de se dire qu'à vie, je dois faire attention à mon alimentation, à ma manière d'être. Quand on leur explique le challenge, nous on a plein de petites artères, de coupes d'artères. Quand on leur fait l'éducation, on leur montre on leur montre les artères qui se bouchent. On a vraiment des grosses artères et on montre la progression de l'atéro, mais on leur dit voilà, là c'est en train de se boucher parce que on explique pourquoi. On leur fait, ils ont chacun un carnet de leur AVC personnalisé et on coche leurs facteurs de risque. Et on leur explique, parce que c'est pas le tout de leur dire leur tension, mais finalement, c'est quoi une bonne tension? Est-ce que quelqu'un, à part les médecins, sait qu'est-ce que c'est qu'être hypertendu? À partir de quand on est hypertendu? La plupart des gens ne le savent pas. Et donc, nous, on leur apprend, on leur demande de surveiller leur tension. Ils surveillent leur tension, mais encore faudrait-il, c'est quoi le bon chiffre? Et donc, le challenge pour nous, c'est aussi de leur apprendre quel est le bon chiffre tensionnel. Le sucre, le mauvais cholestérol, le bon, finalement c'est quoi un bon chiffre de cholestérol? La plupart des gens ils savent pas. Nous on leur apprend, ils doivent s'approprier, ils doivent être acteurs. En fait c'est leur cerveau, c'est leur prise de sang et donc vraiment ils ont leur carnet de bord à eux. Ils doivent se connaître en fait. Ah mais oui, et vraiment s'approprier leur pathologie. Et à partir du moment où ils comprennent et s'approprient, je vous assure que ça marche beaucoup mieux, qu'ils prennent mieux leurs médicaments. Ouais. C'est plus une contrainte, c'est leur problème, c'est leur santé, et ça marche beaucoup mieux. Ça, c'est ma fameuse infirmière qui a été formée, qui a eu une formation qui a duré 4 jours. Aujourd'hui, on aurait bien aimé la voir avec nous, mais il n'y a pas de place sur le plateau. Mais c'est assez extraordinaire parce que vraiment, elle fait un travail, et vraiment, moi, depuis qu'elle fait ça, elle les voit en consultation, ça dure 45 minutes, et elle les revoit. Et les patients disent, oh, c'est extraordinaire, moi, j'ai jamais expliqué ça. Quand c'est que je vous revois, parce qu'ils sentent, ils ont besoin d'être portés, d'être soutenus. Et moi, je vois vraiment la différence depuis qu'elle fait ça. Ça, c'est vraiment très, très chouette. Donc, c'est comme un service de prévention, alors, chez vous? Oui, oui. Nous, on fait de la prévention de récidive. Et il y a même des patients qui ont eu un AVC qui ont dit, je vais vous envoyer ma femme, mon frère, pour même faire de la prévention, ce qu'on appelle primaire, avant de faire l'AVC. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, moi, mon rêve, ça serait de plus voir de patients avec les AVC, c'est de faire que de la prévention primaire. Ouais. Ça, c'est vraiment important. On anticipe avant que ça arrive. Et l'autre intérêt aussi, c'est que quand c'est des patients qui ont fait leur AVC à cause de caillots dans le cœur, enfin la fameuse arythmie, on les met sous anticoagulants. Et il faut aussi qu'ils apprennent à gérer le fait d'être sous anticoagulants. On risque de plus saigner. Enfin, voilà, il y a des particularités. Et ça aussi, ils doivent connaître. On ne mange pas des médicaments anticoagulants comme ça. Et donc, c'est aussi des choses qu'on doit leur apprendre. Vraiment, le traitement, ils doivent se l'approprier. Leur facteur de risque, ils doivent se connaître. Et d'un point de vue aussi psychologique, le fait de justement faire ces démarches-là, ça permet aussi aux patients de se repositionner dans une position active. Donc, il est contrôleur, aussi acteur, il ne subit pas tout ce qui arrive. Donc, c'est très important aussi. Surtout que pendant l'hospitalisation, ils oublient presque 80% de ce qu'on leur explique. Et une fois à la consultation, on peut réexpliquer avec un peu plus de temps, en détail, et donc ils vont mieux adhérer. Oui, au traitement, effectivement. Docteur Portani, est-ce que vous pourriez peut-être rappeler pour nos auditeurs, mais quelles peuvent être les conséquences d'un AVC finalement, qu'on puisse comprendre la gravité de ce que ça peut être et quelles conséquences on peut avoir après avoir eu un AVC? Tout à fait. Ça dépend en fait de la taille de l'AVC, de la localisation. Donc, il y a des patients qui peuvent assez vite récupérer dans les heures ou dans les jours après l'AVC. Très important à savoir que ça veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'accident vasculaire, ils ont récupéré heureusement, mais le risque qu'ils refont un AVC, donc d'un récidive après, est quand même très important. Donc c'est quand même important de mentionner ça. C'est pas parce qu'on a tout à fait récupéré qu'il y a un risque zéro d'AVC après. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans les facteurs de risque, j'ai oublié l'AVC. L'AVC est un important facteur de risque et les autres problèmes cardiovasculaires. Voilà. Donc voilà, non, pas de souci. Et donc dans cette population qui a récupéré, c'est très important de mettre aussi un traitement adéquat. Et donc de l'autre côté, il y a malheureusement des patients qui persistent à avoir des séquelles suite à leur AVC. Et donc vous me demandez quel type de séquelles. Ça peut être plusieurs choses. Par exemple, quand on a une perte de force d'une jambe qui persiste, ça peut mener à des troubles de la marche. Et alors, souvent, bien sûr, on prévoit une rééducation. Qu'on commence
assez vite, comme ici chez nous à Brugman, pendant l'hospitalisation, et ça peut diminuer l'autonomie. Et dans ce cadre-là, parfois il y a même des patients qui ont besoin d'une béquille ou d'un rollateur, et même les patients qui récupèrent pas tout à fait ou difficilement ont parfois besoin d'une chaise roulante. Donc les conséquences peuvent être très 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 importantes, surtout en ce qui concerne l'autonomie. Par exemple, quand tu as une perte de force au niveau d'un bras chez un patient droitier, c'est son bras droit qui est atteint, il va plus pouvoir écrire. Donc de nouveau, ça peut être très important. Et raison pourquoi l'AVC est une urgence, pour éviter. Donc on peut vraiment perdre l'autonomie. De l'autonomie. Oui. Donc on peut devenir paralysé de certains membres. On peut aussi perdre la parole, par exemple. Ça peut arriver aussi, quoi. Et il y a aussi le handicap invisible. Donc là, j'ai une neuropsychologue, c'est très bien, qui en parlera probablement mieux que moi. Ouais. Le handicap invisible, c'est les plus terribles. C'est-à-dire le patient, il marche, il parle, il mange, il s'habille. Et pourtant, il est handicapé, en fait, parce qu'il a des séquelles cognitives, intellectuelles. Donc, il a des pertes de mémoire, des pertes de l'attention. Et ça, c'est encore plus terrible parce que les gens autour disent bah, ça va, il a tout récupéré. Ben non, il n'a pas tout récupéré. Et des fois, le patient ne sait même pas l'expliquer. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on fait avec les neuropsychologues qui font le fameux bilan que vous avez donné tout à l'heure. Et on attaque des rééducations et on doit expliquer aux familles. Voilà, le handicap invisible ou des fois une perte du champ visuel ou les négligences. Donc, c'est des gens qui ne vont pas pouvoir conduire, ils ne comprendront pas pourquoi. Oui, ou alors vous dites c'est très important. Vous dites que vous voyez, enfin vous êtes là et vous expliquez que vous êtes malvoyant, puis les gens vous voient voir et ils se disent mais en fait ils voient très bien, donc je vois pas où est son problème. Et c'est horrible en fait parce que vous n'êtes pas reconnu par l'entourage par rapport à ce dont vous souffrez, quoi. Donc et donc c'est comme ça, moi des fois je montre les lésions à l'IRM à l'entourage et aux patients en disant mais regardez, c'est là c'est mort. Et ça aide, ça aide à la reconnaissance du patient. Surtout, mais bien sûr. C'est ça. Et d'ailleurs, Madame Kalouki, par rapport aux conséquences psychologiques, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet AVC ? Alors, les conséquences psychologiques peuvent être dans l'ordre de l'anxiété. Par exemple, des troubles d'anxiété, surtout liés à la peur de refaire un autre AVC. Les premiers mois. Les premiers mois, c'est ça. La dépression aussi. Donc, j'avais lu un article justement qui disait qu'entre un tiers et la moitié des personnes qui ont fait un AVC, ils font aussi une dépression. Ouais. Donc, que ça soit directement lié à l'endroit du cerveau ou que ça soit vraiment lié à les conséquences que l'AVC a engendré. Ça a été un trauma, oui, voilà. Ce qu'on peut aussi observer d'un point de vue psychologique, c'est la labilité émotionnelle. Donc, ça veut dire tout ce qui est lié au contrôle des émotions. Donc parfois, on peut trouver aussi des sautes de l'humeur. Par exemple, il y a les patients, ils vont commencer à rire ou à pleurer, mais d'une façon incontrôlable. Donc ça aussi, ça peut être dû justement à les causes psychologiques aussi de l'AVC. Donc d'où aussi l'importance d'un suivi neuropsychologique et un suivi psychologique aussi, qui va prendre en charge aussi plus l'aspect psychoaffectif que cognitif. Ouais, des conséquences qu'il aurait pu avoir. Ouais. Ok. Est-ce que, Dr Poma, il y a des gestes et des réflexes de premier secours à avoir lorsqu'il y a une personne en face de nous qui est en train de faire un AVC ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire il y a un conjoint ou quelqu'un on remarque que son visage se déforme, etc. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? La première chose à faire, c'est le 112. Voilà. Ouais, c'est le 112. C'est vraiment la première chose à faire. Appeler une ambulance. En disant clairement qu'on suspecte que mon mari mon accompagnant fait un AVC. Donc, c'est aller le plus vite possible aux urgences. Après, il n'y a pas vraiment rien d'autre. De gestes particuliers. Faire attention quand même qui tombe. Oui, voilà. Qui tombe pas quand même, parce que si c'est quelqu'un qui est paralysé, évidemment, faut l'asseoir, faut le coucher, ou l'allonger, bien sûr. Faut pas le moment qu'il chute. Mais bien sûr, mais il n'y a pas plus de risque que ça. Enfin, à part effectivement le fait qu'il se blesse pas en tombant, mais sinon, effectivement, la seule chose à faire, c'est le 112. Et l'ambulance arrive très vite, honnêtement. 112, c'est 10 minutes, 10-15 minutes. On reste à côté, on rassure la personne. On dit, ok, l'ambulance est appelée, ça va aller, t'inquiète. Enfin, voilà, faut être rassurant, évidemment. Faut pas paniquer, tomber en larmes. Enfin, faut essayer quand même de contrôler. Parce que la personne est déjà paniquée de ce qui lui arrive. Si on panique à côté, ça aide pas. Faut essayer d'être rassurant, être à côté. Et 112.
Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais j'avais envie de vous demander à tous un petit conseil, peut-être pour nos auditeurs par rapport à cette problématique de l'AVC, que ce soit pour eux ou pour leur entourage. Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditeurs aujourd'hui en tant que spécialiste? Dr Ortani? Il y aura plusieurs choses que je pourrais dire, mais je pense en fait au niveau prévention, ça commence très tôt et ça commence déjà en fait en l'enfance, apprendre à l'enfant, par exemple, éviter le surpoids, de manger varié, comme ça on peut éviter par exemple le diabète ou l'hypertension quand ils sont plus adultes. Donc un conseil, ça serait plutôt de viser la prévention primaire et précoce chez l'enfant. Ouais. Dr Gazelle? Oui, je suis tout à fait d'accord. Éviter les AVC, ça c'est vraiment, comme je l'ai dit, mon rêve, ça sera de plus en voir. Ouais. Malheureusement, quand ça arrive, arrivez vite. Vite. Se dépêcher, quoi. Ah, oui, pour oui, vous, oui. c'est vraiment arriver le plus vite possible. Ouais. Et puis après, son traitement, comprendre sa maladie. Et ça, voilà. Ça, c'est important, j'espère le pouvoir comprendre. continuer à bien expliquer aux patients et à leur entourage. Ouais. Madame Kalouki? Moi, je vais privilégier le côté plus psychologique. C'est se donner aussi l'autorisation d'avoir un espace. Je suis un psychologue, je suis un neuropsychologue. Parce que n'oublions pas que le neuropsychologue, ça reste quand même un psychologue avec une formation de psychologie et puis avec une spécialité en neuropsychologie en plus. Donc, un espace où ils peuvent déposer leur vécu, un espace où ils peuvent en parler. Et donc, parce que c'est pas toujours évident. Et surtout, le psychologue doit surtout travailler justement parfois aussi sur le deuil de certaines capacités cognitives que malheureusement on ne pourra plus en fait reprendre. Donc c'est un peu ça. Et travailler aussi sur en fait l'évaluation en tout cas de ce besoin d'être comme avant. Peut-être c'est pas le besoin d'être comme avant, mais se reprendre les activités qu'on avait avant mais différemment. Réapprendre à s'accepter. Ouais. Donc voilà, si je peux donner un conseil, c'est aussi la côté psychologique de se donner cet espace. De prendre soin de son corps, mais de son esprit aussi. Parce que tout est relié. En tout cas. Ok, merci Sarah. Et Dr Pomar, un petit conseil? Mes collègues ont dit vraiment, je pense, le plus important, prévention, le temps. Et donc, comme on s'était dit, je ne sais plus si c'était en antenne ou entre nous, il vaut mieux venir une fois de trop aux urgences que de rater un AVC, d'attendre et de se dire ça va passer. Surtout pas, ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire et qu'on rencontre vraiment trop souvent. Donc, vraiment le temps. Donc mieux vaut aller une fois aux urgences, même si c'est pour rien, plutôt que de perdre trop de temps avec l'AVC, quoi. Ok. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette émission. C'était la dernière de cette année scolaire. Donc voilà, normalement, on retrouve Santé pour tous au mois de septembre et avec des nouveaux thèmes et peut-être avec les mêmes invités qui seront peut-être mélangés avec d'autres invités. En tout cas, je remercie les hôpitaux qui ont accepté aussi de nous prêter leurs médecins pour cette émission de cette année. Je fais aussi une spéciale dédicace à mes enfants, je précise, parce qu'on a eu les résultats scolaires aujourd'hui. Je suis sûre que tout le monde a eu les petits résultats de tout le monde aujourd'hui pour le CEB, le CEAD, etc. Et donc j'avais dit que je leur ferais une petite dédicace, donc je leur dis félicitations à mes petits loulous. Donc voilà, et à tous les enfants qui ont durement travaillé et même ceux qui ont raté. Bossez les amis, vous inquiétez pas, ça va aller. Même pour la deuxième session, on n'abandonne pas, on tient bon. Mais en tout cas, c'était une période pas facile ces dernières semaines. On a beaucoup travaillé et donc je vous dis à tous à très bientôt pour la rentrée au mois de septembre, la rentrée scolaire. Et je vous souhaite de bonnes vacances à tous. Merci. Voilà, à bientôt.